Je m'appelle Cynthia Brox. J'ai 34 ans et je suis entrée dans cette pièce en pensant survivre à une autre réunion de famille sans m'effondrer. Je n'y suis pas allée pour faire un scandale ou attirer l'attention. J'y suis allée parce que j'en avais assez d'être celle qui disparaît discrètement de la photo de famille. Je tenais un petit cadeau entre mes mains, j'essayais de respirer normalement, d'avancer comme si rien en moi ne tremblait. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux devant tout le monde et a dit « Ça devait être une belle journée. Pourquoi es-tu venue ?» Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, un silence plus assourdissant que n'importe quel cri, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi, comme si ma seule présence avait profané quelque chose de sacré. Puis ma sœur s'est approchée et a dit « Personne ne veut de toi ici. » Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai rien expliqué, car j'avais passé ma vie à me justifier et cela n'avait jamais rien changé. J'ai avancé lentement, posé la boîte cadeau sur la table devant eux, laissé mes doigts s'y attarder un instant, puis je me suis détourné sans un mot. Je suis sorti sans me retourner, sans m'essuyer le visage, sans laisser personne voir l'effet que ce moment avait eu sur moi. Car le contenu de ce cadeau a tout changé. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place au sein de votre propre famille, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez ou ce que vous auriez fait à ma place. Pour comprendre pourquoi mes parents m'ont parlé ainsi ce soir-là, il faut remonter 2 ans en arrière. À cette époque, ma vie était rythmée par la résolution de problèmes qui n'étaient jamais les miens, notamment les problèmes financiers qui surgissaient sans prévenir, sans discussion, sans aucun respect pour mes limites. Dès que quelque chose se cassait, devait être remplacé ou devenait soudainement urgent, la responsabilité me revenait toujours, non pas parce que je la proposais, mais parce qu'elle était tacitement attendue. Ma mère, Diane, contrôlait mon image aux yeux des autres d'une manière qui paraissait subtile aux yeux des autres, mais qui pesait lourdement sur moi. Elle décidait quelles histoires pouvaient être racontées à mon sujet, quels sentiments étaient acceptables en public et quelle partie de ma vie devait être cachée. Ainsi, l'image de notre famille restait intacte. Elle corrigeait ma façon de parler, de m'habiller, de réagir, me disant souvent que c'était pour mon bien, tout en m'habituant peu à peu à jouer un rôle plutôt qu'à exister. Mon père, Thomas, profitait de la stabilité que je créais, mais ne m'a jamais soutenu lorsque la pression montait. Il préférait le silence quand la tension montait et le confort quand il aurait pu m'aider. Il laissait la situation perdurer car cela le rassurait, et le confort comptait plus pour lui que la justice. Ma sœur Vanessa bénéficiait d'une liberté dont on n'a jamais parlé ouvertement, libérée des responsabilités qui m'étaient discrètement transmises, tandis qu'on me disait qu'être responsable était simplement une qualité pour être digne de confiance, un mot qui, peu à peu, a commencé à ressembler à un piège plutôt qu'à un compliment. Quand les choses devenaient insurmontables, il était plus facile pour eux d'attendre de moi que je gère la situation plutôt que de lui demander de prendre les choses en main. Le seul moment où quelqu'un s'est approché suffisamment pour troubler ce silence, c'est lorsque mon amie Nathalie Grant m'a regardé un après-midi paisible et m'a dit que me protéger n'était pas égoïste, que vouloir des limites ne faisait pas de moi une personne cruelle, et que je méritais une vie qui ne soit pas dictée par la peur de décevoir des gens qui n'écoutaient jamais vraiment. Elle a prononcé ces mots calmement, sans jamais être intrusive, sans jamais porter de jugement, semant simplement une pensée qui a perduré plus longtemps que tout ce que ma famille m'avait appris. Après cette conversation, quelque chose en moi a changé d'une manière imperceptible en surface, car la peur était encore ancrée dans mes habitudes. Mais une prise de conscience a commencé à se développer discrètement, modifiant ma façon d'appréhender chaque interaction, chaque demande, chaque attente placée sur mes épaules. Au lieu d'affronter qui que ce soit, un plan a commencé à se dessiner. Lentement construit dans le silence, nourri de petites décisions qui passaient inaperçues. Noué en apprenant ce qui m'appartenait et ce qui ne m'avait jamais appartenu. J'ai commencé à examiner les accès partagés au compte, non pas pour créer des conflits, mais pour comprendre où s'arrêtait réellement mon contrôle. Des documents qui me semblaient autrefois superflus sont devenus des sources de clarté, révélant des schémas que l'on ne m'avait jamais encouragé à remarquer. Tandis que mes parents poursuivaient leurs habitudes comme si de rien n'était, des préparatifs se déroulaient discrètement, non par colère, mais par instinct de survie. Se réveiller chaque jour et faire comme si de rien n'était était devenu plus dangereux que le risque du changement. Personne dans cette maison n'a entendu le moment où ma façon de penser a basculé, car il ne s'est pas manifesté par des cris ou des déclarations fracassantes. Ce fut une simple prise de conscience. La paix ne pouvait exister là où le contrôle n'était jamais censé être partagé. Les profils ont été mis à jour. Les points d'accès ont été ajustés progressivement. Les limites mentales ont été renforcées avant même que les limites légales ou financières ne suivent. Bien que ma famille n'ait jamais remarqué la différence, Vanessa continuait d'évoluer dans la maison comme si rien ne pouvait ébranler sa position.
Maman continuait de mener les conversations avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été contesté, et papa continuait de tirer profit du silence, car le silence lui avait toujours été profitable, tandis que j'apprenais à me déplacer plus discrètement qu'il ne l'aurait imaginé. Le soir de l'anniversaire, la personne que j'étais entrée dans cette pièce n'était plus celle qui avait vécu 2 ans sous leur emprise, même s'il croyait encore s'adresser à l'ancienne. Revenons à cette soirée. Après mon départ du toit, l'atmosphère changea, une atmosphère que personne n'osait exprimer, mais que chacun ressentait pesante. Par politesse, quelques invités restèrent près de la longue table. D'autres, intrigués par le silence qui s'épaississait, restèrent en retrait, tandis que mes parents, immobiles, tentaient de préserver le contrôle de la soirée. Ils demandèrent que le cadeau soit ouvert. Alors que plusieurs personnes étaient encore assez proches pour observer chaque mouvement, assez proches pour entendre le léger bruit du papier d'emballage. Assez proches pour remarquer que la boîte portait un poids différent de celui des sourires forcés ou des félicitations convenues. Le couvercle s'ouvrit lentement, non pas pour créer un drame, mais parce que personne ne voulait être le premier à confirmer qu'un événement important venait d'entrer dans la pièce. À l'intérieur se trouvait un dossier rempli de documents juridiques relatifs à la responsabilité financière, au contrôle des actifs et à la restructuration, des documents qu'on ne pouvait ni ignorer ni prendre à la légère. Les pages, d'apparence sobre, à la mise en page claire et au ton direct, étaient rédigées dans un langage rassurant mais sans ambiguïté. Avant même qu'une phrase entière ne soit lue, le sérieux des papiers indiquait clairement qu'il ne s'agissait ni d'un geste symbolique ni d'une déclaration émotionnelle destinée à impressionner. Papa souleva la première page, afficha une expression impassible de loin, puis déclara « Ce n'est qu'un malentendu ». Sa voix semblait maîtrisée en apparence, mais une tension sous-jacente transparaissait subtilement dans ses paroles. Il tenta un rire discret, comme si l'humour pouvait atténuer la portée de ces mots imprimés à l'encre noire sur du papier blanc, mais en vain. Vanessa s'approcha de la table, effleura le bord du dossier du bout des doigts tremblants, et commença à feuilleter les pages, les yeux plus rapides que les mains. Plus elle lisait, plus sa respiration se modifiait, car le message n'était ni émotionnel, ni symbolique, ni vague. C'était structuré, intentionnel, authentique. Maman tenta d'intervenir par une conversation légère, commentant la musique, le menu, les proches qui n'étaient pas encore arrivés. Tout ce qui pourrait détourner l'attention de ce qui venait d'être révélé. Sa voix se fit plus assurée, adoptant le ton qu'elle employait depuis des années pour dissimuler son emprise. Mais plus les papiers restaient ouverts sur la table, plus son rythme se brisait. Les invités commencèrent à échanger de brefs regards. De petits gestes anodins, semblant détendus, mais personne ne toucha plus à son téléphone ni à son verre. La conversation ralentit sans que personne ne s'arrête officiellement, car lorsqu'un événement important se produit, les corps le perçoivent plus vite que les mots. Une invitée se pencha légèrement et posa une question silencieuse sur la nature de ces documents. Sans réponse claire, elle recula lentement. Une autre se plaça au bord de la pièce et fit semblant de répondre à un appel, observant attentivement les visages. L'atmosphère ne s'enflamma pas. Elle se tendit, et la tension persista. Papa tenta de rassembler les pages et de les remettre dans le dossier, comme si l'ordre pouvait être rétabli par un simple empilement de papier, mais le sens restait palpable longtemps après que les documents eurent quitté la table. Ses mains se mouvaient doucement, mais l'assemblée ressentit une hésitation, car l'hésitation n'était pas dans ses habitudes. Vanessa cessa de parler, non pas par manque de mots, mais parce qu'elle comprenait que certaines informations étaient indissolubles. Son regard se porta sur maman, puis sur papa, puis sur le dossier, attendant une indication qui ne vint jamais, car la direction avait dévié sans prévenir. Maman essaya de rire à nouveau, suggéra à chacun de profiter de la soirée, éleva légèrement la voix pour attirer l'attention sur la musique et les lumières de la ville, mais ces mots ne portèrent pas l'effet escompté. On acquiesça poliment, mais l'attention demeurait fixée sur la table, le dossier, le silence. Personne ne fit d'annonce. Personne ne fit d'esclandre. Personne n'éleva la voix. Le changement s'opéra discrètement, lentement, complètement, car la vérité ne s'exprime pas toujours par le bruit. Parfois, cela se manifeste par une couleur de papier et une présence impossible à ignorer. Lorsque la musique a repris et que les serveurs ont circulé dans la salle, la fête s'était transformée sans pour autant se terminer officiellement. Car même si l'on essayait de sourire à nouveau, une conscience restait présente, comme une structure permanente nouvelle. La nuit continuait en surface, mais en profondeur, tout avait changé d'une manière irréversible, impossible à effacer en faisant comme si de rien n'était. Le lendemain matin, je me suis connecté au système qui, autrefois, avait été une responsabilité partagée, mais qui maintenant ressemblait à une porte que je pouvais fermer d'un seul geste. Les identifiants de connexion m'appartenaient toujours, car c'était moi qui avais contribué à concevoir les différents niveaux de sécurité, les autorisations de dérogation,
la structure protégeant chaque compte familial. Le processus n'a pas été dramatique ni précipité, car avant même que mes doigts ne touchent le clavier, les décisions émotionnelles avaient déjà été prises bien avant l'arrivée du jour. Ce qui avait changé, ce n'était pas le système lui-même, mais le sens du contrôle. Les droits d'accès qui ne m'appartenaient pas étaient discrètement restreints. Les autorisations secondaires ont été désactivées d'une manière qui, pour un œil non averti, ressemblait à une simple maintenance. Les procédures de récupération d'urgence ont été redirigées vers des canaux qui ne menaient plus à mes parents. Rien n'a été supprimé. Rien n'a été détruit. Mais tout ce qui leur permettait de fonctionner sans entrave était désormais discrètement verrouillé derrière des couches qu'ils ne comprenaient plus. Les premières transactions refusées ne se sont pas affichées comme des alarmes stridentes, mais comme de petits refus aux conséquences graves. Les tentatives de paiement ont été marquées comme en attente, puis automatiquement rejetées. Les virements qui s'effectuaient en quelques secondes ont commencé à renvoyer des messages d'erreur neutres, sans explication. De leur point de vue, cela ressemblait probablement à un bug passager. De mon point de vue, c'était le début d'une structure qui, enfin, fonctionnait comme prévu. J'ai rencontré mon avocat, David, dans un bureau silencieux qui ressemblait plus à un point de contrôle qu'à un lieu de discussion. Il n'a pas souri en voyant ce qui se passait, car il ne s'agissait ni de célébration ni de vengeance. Il a passé en revue chaque étape déclenchée par mes actions, confirmant que chaque modification était conforme au cadre juridique établi des mois auparavant. Il a vérifié que le calendrier était correct, que les accès étaient valides et que la documentation accompagnant chaque modification numérique correspondait aux demandes déjà soumises. Son ton est resté calme et prudent. Il a confirmé que ma démarche n'était ni impulsive, ni émotionnelle, ni téméraire. Conformément à la procédure que nous avions élaborée ensemble, il s'agissait d'un transfert légal d'autorité opérationnelle qui attendait le moment opportun pour être activé. Nul besoin de hausser le ton pour que la vérité éclate. Peu après l'arrivée des premières notifications à mes parents, les avertissements n'étaient ni alarmistes ni agressifs, car les systèmes bien conçus ne fonctionnent jamais ainsi. Ils ont vu des messages les informant que certaines actions étaient impossibles. Ils ont également vu des messages polis expliquant que les niveaux d'accès avaient changé. Ils ne pouvaient pas intervenir directement, car les voies qu'ils contrôlaient auparavant avaient été fermées avec une précision légale et non par la force de l'émotion. Ma mère a probablement essayé d'actualiser les écrans, de redémarrer les applications, voire d'appeler les services d'assistance qui nécessitaient plusieurs niveaux d'authentification auxquels elle n'avait plus accès. Mon père a probablement tenté une autre approche, cherchant d'anciens raccourcis qui fonctionnaient auparavant. Rien de tout cela n'aurait eu d'importance, car l'autorité ne disparaît pas bruyamment. Elle disparaît silencieusement, structurellement, d'une manière irréversible, par la colère ou la logique, une fois que le système a accepté le nouvel ordre. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas leur lutte, mais le silence qui régnait en moi. Pas de précipitation, pas de cœur qui s'emballe, pas de poignée de main tandis que je voyais apparaître les journaux de confirmation ligne après ligne. Le travail ne me paraissait pas lourd, car le poids était porté depuis des années. Ce matin n'était pas synonyme de destruction, mais de correction. J'ai achevé la première étape du plan avec une clarté qui n'était pas froide, mais pure. Les comptes étaient désormais régis par des règles respectueuses de mes limites. Les autorisations reposaient désormais sur le consentement plutôt que sur l'attente. La structure reflétait la réalité plutôt que l'obligation. Pour la première fois, les systèmes que j'avais construits ne se retournaient plus contre moi. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai pas attendu d'autorisation. Le silence n'était plus synonyme de solitude, mais d'espace. Au lever du soleil, les fondations avaient déjà changé. Aucun cri n'avait retenti. Aucune scène publique ne s'était produite. Personne n'avait accusé, défendu, plaidé ni menacé. Seuls les systèmes avaient parlé. Seul l'accès avait changé. Seul le contrôle avait été rendu à sa juste place. J'ai fermé l'ordinateur portable d'une main ferme. La première étape était franchie. Rien en moi n'a vacillé. 3 jours plus tard, l'atmosphère familiale est passée de la confusion à une panique sourde. Personne n'osait l'admettre ouvertement. Vanessa avait déjà élaboré sa stratégie et choisi de contrôler l'histoire avant que la vérité ne la rattrape. Elle a commencé à parler aux voisins, aux proches et aux membres de son église, me façonnant soigneusement pour en faire une personne instable, ingrate et dangereuse. Elle ne criait ni ne pleurait en public. D'une voix calme et avec une expression inquiète, elle expliquait qu'elle avait simplement peur pour sa famille et qu'elle ignorait ce qui m'était arrivé. Sa façon de parler inspirait la compassion sans que les gens ne réalisent qu'ils étaient entraînés dans un mensonge. Je n'ai pas réagi publiquement car une réaction émotionnelle lui aurait donné exactement ce qu'elle voulait. Au lieu de cela, j'ai rassemblé des années de documents jamais partagés avec qui que ce soit en dehors du foyer, relevés de transactions,
instructions écrites, autorisations signées, retard de paiement, détournement de fonds et messages prouvant mon engagement à maintenir la stabilité. J'ai présenté chaque document à David, en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais aussi de mon autonomie et de ma protection juridique. David a tout examiné attentivement. Il m'a expliqué que ce qui importait désormais, ce n'était plus l'ampleur de la réaction de ma famille, mais la précision des preuves. Il a préparé des documents officiels qui révélaient clairement une dépendance et des mensonges. Il s'est assuré que mon rôle soit documenté de manière à ce qu'il ne puisse être considéré comme une exagération. Parallèlement, ma mère a commencé à remarquer des changements qu'elle ne pouvait contrôler. Les personnes qui l'accueillaient chaleureusement hésitaient désormais à lui parler. Les invitations se faisaient plus rares. Les conversations s'achevaient plus rapidement. Elle commença à réaliser que les mêmes réseaux sociaux sur lesquels elle s'était appuyée pour obtenir l'approbation la regardaient désormais avec des questions silencieuses qu'il n'était pas prêt à poser ouvertement. Papa se sentait attiré par des situations où le silence n'était plus possible. Les institutions et les conseillers commencèrent à l'interroger sur des décisions qui n'avaient jamais été contestées auparavant. On lui demanda d'expliquer la structure des comptes. On lui demanda de clarifier la délégation de pouvoir. Pour la première fois de sa vie, il ne pouvait plus compter sur moi pour régler discrètement le problème. Leur réputation ne s'effondra pas du jour au lendemain, mais elle commençait à se fissurer là où c'était crucial. Le regard que les gens portaient sur eux changea. Le ton des conversations s'adoucit, donnant l'impression d'une distance plutôt que d'un respect. La confiance ne disparaît pas brutalement dans la vie. Elle s'érode lentement, à travers des questions sans réponse et des silences gênants. Je suis restée silencieuse tout au long de cette période, non par peur, mais parce que j'avais enfin compris que le silence pouvait aussi être une forme de contrôle lorsqu'il était choisi et non imposé. Pendant des années, le silence m'avait été imposé. Désormais, c'était un moyen de me protéger. Au bout de 3 jours, ma famille avait perdu bien plus que l'accès et l'influence. Elle avait perdu la capacité de contrôler l'image qu'elle renvoyait et ne pouvait plus reprendre le contrôle de son histoire. La phase suivante ne commença ni par des cris ni par des confrontations. Elle commença par de la paperasserie. Une semaine plus tard, tout ce qui paraissait immuable commença à sembler éphémère, même dans les espaces que ma famille pensait maîtriser depuis des années. Papa tenta une nouvelle fois d'accéder au système avec des identifiants alternatifs qui lui avaient autrefois permis un accès sans faille. Le logiciel ne se fit pas prier. Il signala l'activité comme invalide et enregistra la tentative comme non autorisée, créant une trace impossible à supprimer ou à ignorer. Il réessaya depuis un autre appareil, espérant que le système le reconnaîtrait. Mais cette fois, il déclencha des alertes internes signalant ses actions comme un risque pour la sécurité. Pour la première fois, il était traité comme un intrus plutôt que comme un membre autorisé. La situation de maman évolua différemment. Plus discrètement, mais bien plus dangereusement. Lors d'un contrôle de routine déclenché par une attention juridique croissante, d'anciens documents ont refait surface, révélant des modifications postérieures aux signatures originales. Les dates ne correspondaient plus. Des passages caviardés apparaissaient là où il n'y en avait pas. Ces tentatives de falsifier le langage et les chiffres dans les documents antérieurs ont commencé à ressembler moins à une protection qu'à une volonté délibérée de se dérober à ses responsabilités. Ceux qui lui faisaient autrefois une confiance aveugle ont commencé à exiger les originaux plutôt que des copies, et la presse a commencé à se montrer plus intransigeante à son égard, au point qu'elle ne pouvait plus ni la contourner ni la charmer. Vanessa a subi des conséquences qui ne venaient pas de sa famille, mais du monde dont dépendait son statut. Des plaintes ont commencé à émerger sur son lieu de travail concernant son comportement passé, notamment des situations où elle avait déformé les faits ou arrangé la vérité pour paraître plus stable et digne de confiance. La direction a commencé à rechercher des schémas récurrents plutôt que des cas isolés, et une fois ces schémas identifiés, ils ne peuvent plus être considérés comme de simples accidents. Elle n'a pas été licenciée sur le champ, mais elle a été placée sous haute surveillance, déchargée de certaines responsabilités et discrètement avertie que son poste n'était plus garanti. Alors que leur monde s'écroulait, le mien avançait tranquillement, sans bruit ni drame. J'ai signé les documents juridiques définitifs qui mettaient officiellement fin à tous les liens financiers et juridiques qui me liaient à mes parents. Dans cette pièce, pas de discours enflammés, pas d'explosion de colère, juste le bruit feutré du papier qui se glisse sous les doigts et des stylos qui marquent les lignes. Les documents confirmaient que je n'étais plus responsable de leurs obligations, plus lié par leurs risques, et que je n'avais plus à les protéger des conséquences de leurs propres décisions. Le processus n'a pas été précipité, mais définitif. Chaque signature coupait un fil invisible qui, un jour, m'avait retenu à chaque fois que j'essayais de m'affirmer. Les comptes ont été séparés. Les autorisations ont été mises à jour. D'autres ont été révoquées. Le résultat était clair et net,
sans aucun élément superflu qui aurait pu être utilisé contre moi plus tard. À la fin de la semaine, il ne restait plus aucun système partagé, aucune autorité partagée, aucun contrôle partagé. Les derniers liens entre ma famille et moi ont été rompus non pas par la colère ou la dispute, mais par des procédures juridiques rigoureuses, impossibles à défaire par la légère ou sous le coup de l'émotion. Je n'ai ressenti ni joie ni regret à cet instant. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus stable. Je me sentais libre. Des mois plus tard, la vie s'est apaisée d'une manière enfin authentique, sans vide ni contrainte. Car le silence ne portait plus le poids des obligations non résolues ni des dettes affectives liées à ceux qui, autrefois, définissaient mon existence. Les jours ont commencé à suivre un rythme régulier, construit autour des limites personnelles du travail et des choix faits sans la crainte d'être remis en question, jugé ou remis en cause par quelqu'un qui se croyait autrefois en position d'autorité sur moi. Point de célébration théâtrale de la liberté, point de dépenses inconsidérées, point de déclaration fracassante de nouveaux départs, car la paix provenait d'une source bien plus stable. Elle provenait de la certitude qu'aucun coup de téléphone ne pourrait me replonger dans les dettes. Aucun courriel inattendu ne pourrait me faire basculer dans le chaos. Aucun message soudain ne pourrait m'obliger à me justifier auprès de ceux qui, de toute façon, ne m'avaient jamais écouté. Mes finances sont restées saines, prévisibles, protégées, tandis que mon équilibre émotionnel est demeuré intact, sans fissure ni hésitation. Mes parents continuaient de vivre dans le monde qu'ils avaient bâti, mais celui-ci reflétait peu à peu leurs choix, d'une manière irréversible. Les conversations autour d'eux se sont faites plus courtes. Les invitations se firent plus rares. Le soutien familier commença à disparaître discrètement, tandis que les questions, auxquelles personne ne pouvait répondre facilement, commençaient à fuser. Ils apprirent ce que signifiait affronter des conséquences qui duraient bien plus qu'un simple moment désagréable. La réputation ne se rétablissant pas rapidement lorsque la vérité éclate lentement et publiquement, Vanessa ne pouvait plus compter sur la même assurance sociale qui lui servait autrefois d'armure. Ses relations professionnelles s'affaiblirent, les comportements prenant alors le pas sur le charme, et les liens devinrent fragiles, la crédibilité s'étant érodée. Si l'absence d'influence familiale la laissa confrontée à la réalité d'être seule, sans protection ni excuse, il n'y eut pas d'effondrement spectaculaire, pas de crise publique, seulement une érosion progressive de l'espace qu'elle avait jadis contrôlé. De mon côté, je maintenais une distance délibérée, structurée et ferme. Aucun espoir secret de réconciliation ne se cachait derrière cette force. Aucune curiosité pour les excuses, aucune place pour une nostalgie nocturne risquant d'estomper ce qui avait mis des années à se construire. Les limites que je fixais n'étaient pas là pour punir qui que ce soit. Elles étaient là pour me préserver dans un monde où le respect de soi devenait enfin non négociable. Je n'ai pas contrôlé leur vie, je n'ai pas suivi les rumeurs, je n'ai pas cherché à regretter leur perte, car aller de l'avant était la seule voie qui me paraissait naturelle. Il y a eu des moments de solitude, mais ils étaient authentiques, non forcés, car ils découlaient d'un choix et non d'un exil émotionnel. J'ai instauré une routine sans chaos, une amitié sans peur, des projets d'avenir sans autorisation, chaque décision reposant entre mes mains sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui ne m'avaient jamais comprise, même après des années passées en leur présence. Il n'y a pas eu de retrouvailles fracassantes, pas de visite impromptue, pas de révélation soudaine de leur part capable de changer le cours des choses. Le chapitre s'est clos sans bruit, sans discours d'adieu, sans promesse, car la clôture ne requiert pas toujours l'unité. Parfois, elle requiert simplement de la force. J'ai avancé sans amertume, sans obsession, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Car la guérison ne naît pas de la destruction. Elle naît de la discipline, du silence, de la distance et du refus de retourner là où l'on a tenté de vous effacer. Ce qui était brisé le restait, non par haine, mais par respect pour la peine de cette distance. Impossible de revenir en arrière. Impossible de faire des compromis. Impossible de rouvrir les portes. Seule la stabilité, le contrôle et la liberté étaient possibles. La famille ne mérite pas toujours un accès illimité à votre cœur, vos ressources ou votre avenir simplement à cause des liens du sang. La véritable force ne réside ni dans une vengeance bruyante ni dans une confrontation dramatique. C'est la décision tranquille de cesser de se justifier auprès de ceux qui n'ont jamais cherché à vous comprendre. Poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est survivre, et parfois, le seul moyen de protéger la vie que l'on essaie de construire sans honte, sans peur ni culpabilité est de s'éloigner complètement. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, car les histoires comme celle-ci n'ont de sens que lorsqu'on les écoute et qu'on y réfléchit vraiment. Si ce voyage vous a rappelé vos propres expériences, partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous suivez. Votre voix compte et votre histoire mérite d'être entendue.